Donc, pendant que tout le monde arrive tranquillement, mais c'est bien, c'est bien. Vous avez. Voilà, donc je me présente, Mathias Buchler, je suis néphrologue ici à Tours, je m'occupe de la transplantation dans la succession de Monsieur Lebranchu qui en était responsable auparavant. Voilà, donc le topo Quad 9 en transplantation, ou les nouveautés. Alors c'est peut-être le plus facile des topos parce que je peux raconter tout ce que je veux. C'est peut-être aussi le plus difficile parce que vous allez tous sur Internet et chacun a un avis dessus. Vous êtes tous concernés probablement de près et de loin par la transplantation. Et donc ce n'est pas une ou deux personnes dans les maladies rares, mais vous êtes tous, ou la plupart en tout cas, concernés. Donc du coup, ça va être difficile. Il y en a des frustrés, il y aura des frustrés, parce qu'ils ne vont pas entendre ce qu'ils souhaitent. Mais les questions, ils sont là pour ça à la fin. Alors en ce qui concerne les conflits d'intérêts, donc j'habite dans les vignobles du Vouvray, donc et le 2019 c'est un bon cru, hein, ça c'est voilà. Donc vous avez tous des bouteilles d'eau devant vous là, donc c'est pas comme chez les étudiants, mais et en tout cas j'ai au moins ce conflit d'intérêts. Et le deuxième conflit d'intérêts, en fait il faut remercier Fanny Bobletter qui est la responsable de la scolarité, qui nous a donné les locaux aujourd'hui ici de la fac de médecine, qu'on a fait avec Madame Mazet. Alors, donc, pour faire un topo sur Quad 9, évidemment, on aurait pu se focaliser sur un seul topic, mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont concernées. Donc, je vais faire un petit point. Probablement, vous le savez des choses, mais je pense que ça vaut le coup de faire le point, les derniers points sur le type de donneur d'organes, en rein en tout cas. Je vais vous faire un petit mot sur la conservation d'organes. Il y aura des petits infos toujours sur la chirurgie, sur le receveur et qu'est-ce qui a changé de ces derniers temps pour nous les médecins. Le traitement immunosuppresseur Quad 9, il n'y aura pas grand-chose, mais quand même peut-être des notions à avoir sur les biomarqueurs et sur la prise en charge. Donc ça fait beaucoup en 30 minutes. Donc évidemment, vous n'aurez pas tout, mais je vais essayer de vous donner quelques pistes. Alors, donc, les donneurs. Donc, vous savez que dans les transplantations rénales, on distingue les donneurs décédés des donneurs vivants. Donc, les donneurs vivants, il y a eu une évolution dans les dernières années. Et donc, il y a eu une forte mobilisation pour se dire, voilà, il faut plus de donneurs vivants. Et tout est présenté comme si on n'a que des donneurs idéaux. Et en fait, on n'en a jamais. Parce que celui qui est un donneur idéal, il n'a aucun problème de santé, il ne prend pas de médicaments, il a plein de qualités, il est bien dans sa tête. Voilà, donc, bref, les donneurs vivants tels que je vous le décris là est extrêmement rare. C'est peut-être 3-5% sur les donneurs vivants. Donc en fait, ce qu'il faut retenir dans tout ce qu'on considère aujourd'hui, c'est que dans les donneurs vivants, on va pousser des limites en termes de fonction rénale, en termes de comorbidité, en termes aussi où on va tenir compte de la relation éventuellement entre donneur et receveur. Ça ne revient jamais dans les recommandations. Est-ce qu'on va être aussi exigeant pour une mère, pour son enfant, que pour un ami entre amis? Je pense que c'est des discussions que vous allez avoir, que nous avons tous les jours en clinique. Et donc, encore une fois, le donneur vivant simple, quand je dis simple, vraiment, il y a tout ça. Et encore une fois, bien dans la tête, c'est aussi important. Il faut mettre tout dans la balance. C'est extrêmement rare. Et évidemment, le donneur idéal entre guillemets, que immunologiquement, M. Lebranchu, il est bien placé pour ça et il connaît la photo, c'est entre jumelles, des vraies jumelles, puisque, en tout cas, du point de vue immunologique, ça change tout par rapport à tout autre donneur vivant en termes de devenir. Maintenant, vous n'avez pas tous des jumelles et des jumeaux, et vous n'avez pas de doute. Si vous en avez un ou une, vous n'avez pas tous demandé maintenant, donne-moi un rein. Donc, il ne faut pas non plus que le don devienne une pression. Et il y a toute une façon de voir cela. Donc, le donneur idéal, il n'y en a pas, ou très rarement. Le donneur vivant, qu'est-ce qui a évolué dans ces derniers temps? Vous savez tous qu'il y a eu un engouement vers le donneur vivant, en tout cas une demande. Il n'y en avait pas beaucoup en France jusqu'à il y a 10 ans, il n'y en a toujours pas énormément. Il y a une demande dans le plan greffe qu'on atteint 20% de notre activité. On est loin, on est à
à 12-13% actuellement en France. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus lourd, mais il y a eu quand même quelques signaux qui ne sont pas des signaux d'alarme, mais en tout cas une prise en charge qui doit être un peu plus adaptée. On sait aujourd'hui que lorsqu'on prélève un rein à quelqu'un, il va diminuer en termes de fonction rénale, c'est attendu. Ce qui est attendu aussi, ce qu'on espère, c'est que la fonction rénale reste stable dans le temps et que dans les demandes aujourd'hui de dire il faut faire plus de donneurs vivants, il faut aussi qu'on se rend compte que ces personnes-là, il faut les suivre. Ici à Tours, il y en a 160 qui sont à suivre, ce qui est une nouvelle pathologie à suivre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les abandonner, les donneurs vivants, il y en a ici. Et donc c'est toute une organisation, c'est pas, voilà, il faut aussi se dire, il n'y a pas uniquement le fait de don, il y a aussi le suivi de ce donneur. Et vous savez qu'il y a des papiers qui sont sortis il y a 3 ans qui disent qu'il y a un petit sur-risque qui apparaît, qui auparavant n'a pas été décrit, et je suis prêt à discuter avec vous. En tout cas, ça a modifié quand même un tout petit peu les informations qu'on donne. En tout cas, donneurs vivants, la demande est forte, entre guillemets, mais finalement, les situations, ils sont complexes et il faut les adapter à des situations spécifiques de chacun entre vous, entre nous. Voilà, donc c'est une notion qui me paraît importante. Donc, dans les greffes dites donneurs vivants, donc il y a une possibilité qui existe maintenant en France, qui n'existait pas avant, donc qui sont les greffes ABO incompatibles, c'est-à-dire le groupe sanguin, il est exprimé sur nos vaisseaux, pas le résus. D'ailleurs, on ne tient pas compte du résus, on ne dit pas au moins ou au plus, on regarde que le groupe sanguin. Et donc, des greffes ABO incompatibles, ils ont été développés en France depuis maintenant 5-6 ans. On en a parlé, je pense que vous êtes au courant de cela. Et donc, on a dit qu'on peut désimmuniser. Il faut savoir que parfois, ce n'est pas toujours le cas que c'est possible. Les anticorps anti-A et anti-B que nous avons dans le sang de façon naturelle, ils peuvent être à des taux très élevés, ce qui rend impossible la greffe ABO incompatible. Donc, il ne faut pas non plus se dire, maintenant, tout le monde, c'est faisable. Il y a des situations où c'est possible, d'autres où ça ne l'est pas, et ça demande quand même le plus souvent une désimmunisation qu'on fait en France, et voilà, ça se fait dans la plupart des centres en France, on fait quelques greffes ABO incompatibles. Néanmoins, c'est peut-être la nouveauté, c'est qu'il y a eu une méta-analyse qui a été effectuée récemment, qui a été publiée dans Lancet, qui a regardé finalement est-ce que les résultats ABO incompatibles sont toujours aussi bons que ABO compatibles. Et finalement, si on tient compte de l'ensemble de la méta-analyse, sachant que les études, c'est pas toujours randomisé, c'est les méta-analyses, ça veut dire les auteurs, ils ont regardé sur l'ensemble des études qui ont été effectuées, ils ont choisi ceux qui étaient les plus rigoureux en termes de recherche. Et finalement, il y a quand même un sur-risque dans les greffes ABO incompatibles, un sur-risque infectieux, puisqu'on utilise des traitements immunosuppresseurs plus forts. Il y a tendance actuellement d'être plus léger actuellement avec ça, mais dans le passé, c'était des traitements plus forts, et donc il y avait un risque infectieux au décours qui était plus important chez le receveur. Tout ça pour dire que, puisque c'est quoi de neuf, c'est un article qui est sorti il y a 3 mois, pour dire que l'ABO incompatible, oui, c'est quelque chose qu'on fait, et que ça se fait depuis longtemps au Japon, ça se fait maintenant aussi en Europe, mais restons vigilants, ne le faisons pas à tout venant, regardons ce qui est possible, et finalement, en tout cas, il faut les suivre de près, et le risque infectieux est vraiment plus important dans ce type de greffe. Alors, pour dépasser le problème ABO incompatible, que vous savez qu'il y a le don croisé qui a été mis en place, qui existe dans d'autres pays de façon beaucoup plus développée qu'en France. Le don croisé, c'est-à-dire qu'on a un donneur, on est donneur, mais on ne peut pas donner à son receveur, son conjoint, éventuellement, son frère ou quelqu'un. Et donc, il y a des dons croisés qui sont possibles. En France, actuellement, c'est que le système croisé qui est possible, c'est-à-dire on donne à une personne qui est compatible, par exemple, à Brest, parce qu'il y a une Brestoise qui est dans la salle, et on reçoit le rein de quelqu'un qui vit à Brest. Bon, bref, croiser les données. C'est un système qui est mis en place par l'Agence de biomédecine depuis maintenant 3 ans. Ça ne prend pas. En tout cas, l'Agence de biomédecine est plutôt déçue, et c'est vrai que c'est plutôt difficile. Ça demande beaucoup d'énergie. Et en fait, on fait des espèces de RAN pour donc on met des gens, des couples, des pairs dans ce système. On attend 3 mois.
un ordinateur regarde quelles sont les compatibilités. C'est assez complexe. Et finalement, tout le monde n'est pas receveur. Donc ça fait beaucoup d'investissements avec un résultat qui, pour l'instant, n'a pas été si bien que ça. L'agence de biomédecine fait tout pour que ce programme augmente. On essaie d'avoir des personnes qu'on échange à 3 finalement. Donc c'est un système mathématique. Je ne rentre pas dans les détails. On peut en parler, si vous voulez, après. Et donc, juste une notion importante qui est apparue depuis maintenant quelques années, quand il y a un donneur vivant, en fait, quand il y a un donneur vivant, il y a un receveur. Et donc, il y a une notion qu'on appelle maintenant la qualité de vie commune. Donc, en fait, vous savez que la greffe est présentée comme améliorer la qualité de vie des receveurs, des greffés. Et en fait, quand on est dans une situation qui est une situation, comme je vous ai dit tout à l'heure, où le donneur n'est pas si parfait que cela, ce qui arrive le plus souvent, finalement, si vous êtes dans une situation de quelqu'un de 68 ans et qui souhaite donner le rein à son conjoint, ils sont à la retraite, et en fait le conjoint subit, entre guillemets, également la vie des contraintes de la dialyse éventuellement. Et en fait, il y a ce concept de dire, mettez ensemble cette qualité de vie. Il y a des mesures qui existent maintenant de qualité de vie des deux ensemble. C'est-à-dire que ça n'améliore pas que la vie éventuelle du receveur, si tout va bien. Ça ne marche pas tous les coups, mais le plus souvent. Mais aussi de tenir compte de retentissement du partenaire éventuel dans la famille. Voilà, c'est un concept que je voudrais introduire et qui commence à émerger. Donc ça, c'est pour les donneurs vivants. Ensuite, pour les donneurs non vivants, donc donneurs décédés, vous savez qu'il y a une nouvelle source, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, des prélèvements qui peuvent être effectués chez d'autres personnes. Jusqu'à il y a 5 ans, on ne prélevait que des personnes qui étaient en mort encéphalique, la mort cérébrale, mort encéphalique. Juste pour que vous ayez des notions grossières, il y a en France environ 500 000 décès par an, 600 000 décès par an. Il n'y a que 6 000, donc 1%, qui passent par un état de mort encéphalique. Donc on peut envisager le prélèvement d'organes qu'auprès de 1% des décès en France. Parce que c'est les conditions particulières, quand on est en mort encéphalique, il faut être en réanimation, c'est des situations particulières. Bref, pour essayer d'élargir un peu le potentiel de donneurs, il y a eu des prélèvements qui ont été développés après arrêt cardiaque. Donc c'est des arrêts cardiaques, donc ce n'était pas des morts encéphaliques, c'est des arrêts cardiaques. Et donc il y a une classification qui existe, qui est utilisée qu'en France et que vous ne voyez pas beaucoup dans les journaux internationaux, mais qui s'appelle classification Maastricht, donc c'est 1, 2, 3, 4. Je vais aller assez vite dessus, mais sachez qu'en France, on prélève les Maastricht 2 et Maastricht 3, c'est-à-dire des arrêts cardiaques devant des témoins qui sont massés, ou des Maastricht 3 qui sont beaucoup plus utilisés actuellement, qui est dans la continuité d'une nouveauté qui est apparue il y a 5 ans après la loi bioéthique, c'est la limitation active des traitements. Si vous avez un patient qui n'est pas en mort encéphalique, mais qui n'a plus aucun recours de traitement, on a le droit aujourd'hui d'arrêter les traitements actifs, et cette personne fait un arrêt cardiaque et ensuite peut éventuellement être prélevée. Ça s'appelle les prélèvements de Maastricht 3. C'est encadré par la loi. Il faut qu'il y ait bien sûr l'accord de la famille, l'accord des médecins. Il faut des médecins extérieurs. On peut en discuter toute une heure ou toute une journée. C'est très particulier, mais c'est quelque chose de nouveau. Et ces donneurs de type Maastricht 3 sont arrivés en France largement depuis maintenant 3 ans. Et en fait, c'est juste, il y a un article tout récent qui a montré un peu les utilisations de Maastricht 3 en Europe. Là, la France, elle ne décolle pas, mais en fait, elle a décollé surtout en 2017-2018. Et en fait, les villes de Nantes, de Poitiers, de Tours faisaient partie des 6 premières villes où il y a eu beaucoup de prélèvements de type Maastricht 3. Juste pour votre renseignement, il y a 2 ans, 30% des prélèvements faits à Tours étaient des prélèvements de type Maastricht 3, ce qui est énorme en termes de prélèvements. Alors, donc voilà, je vais arrêter avec les donneurs, donc donneurs vivants, particularité, Maastricht 3, conservation d'organes. Alors, en fait, là aussi, il y a un conflit d'intérêts. Donc, sachez que le liquide, il n'y a aucun travail correct, sachez-le, travail sur le liquide de conservation. C'est inimaginable. En fait, tout ce qu'on fait dans la greffe actuellement, on met un organe, quel que soit, dans un liquide dit de conservation, qui coûte plus cher que le château Yquem là sur la photo. Mais en fait, il y a peu d'études qui ont été faites de façon rigoureuse
pour comparer, il y a différents types de liquides de conservation. Il y a toute une discussion autour de ça. Vous imaginez pas. Alors, il y a du liquide extracellulaire, intracellulaire. On n'est pas d'accord entre les transports, le prélèvement hépatique, prélèvement rénal. Il y a plein de discussions autour de ça. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Mais sachez que il y a beaucoup de discussions autour de ça, mais il est extrêmement difficile d'avancer. Et en fait, s'il y a une nouveauté, c'est qu'il y a un liquide de conservation. C'est pour M. Branchul, qui s'appelle le Scott, dont on parlait beaucoup dans la région, qui vient d'être retiré du marché parce qu'il n'était pas assez rentable. Je pense que je veux juste que vous sachiez que tout ce qui tourne autour de la conservation d'organes et le liquide dit de conservation, c'est 1 500 € le litre. Il y a peu de données dessus. C'est extrêmement compliqué à faire, mais sachez qu'on est encore un peu des magavers. Donc ici, le Vouvray, il est gagnant, évidemment. Bon, bref, ça c'est pour les locaux. Et donc, pour la conservation, il y a la nouveauté, on va dire, quelque chose qui maintenant, depuis quelques années, qui s'est introduit, c'est les machines de perfusion. C'est-à-dire que dans le temps, jusqu'à il y a 7-8 ans, les greffons étaient plongés dans un liquide de conservation. Et maintenant, on sait que pour certains types de reins, en particulier après arrêt cardiaque, mais aussi des reins qui sont prélevés chez des donneurs à critères étendus, au-delà de 60 ans, diabétiques, en fait, la conservation ex vivo, elle est extrêmement importante et les organes souffrent pendant le transport, pendant cette ischémie dite froide. Et donc, cette machine de perfusion, c'est vraiment un progrès. Il y a deux types de machines, il y a LifePort, il y a la Waves. Et sachez en tout cas que les organes sont maintenant transportés de plus en plus par les machines. Ça a un coût, ça implique coût. Vous savez qu'il n'y a plus d'argent. Donc il y a plein de discussions autour de ça. Il y a des liquides de conservation spécifiques. Mais sachez que les reins sont maintenant, le plus souvent en tout cas les reins dont ça peut avoir des conséquences, sont gardés sur des machines de perfusion. Et s'il y a peut-être une nouvelle qu'il faut garder dans tout ça, c'est qu'il y a le liquide de conservation et les machines. Il y a maintenant beaucoup de travaux sur comment on conserve l'organe en dehors du corps. Il y a des transporteurs d'oxygène. Quand vous plongez le rein dans un liquide, il est dans le liquide, et donc on pense que le rein souffre parce qu'il manque d'oxygène, et donc il y a des transporteurs d'oxygène qui existent. C'est comme dans un aquarium, il y a eu des inventions différentes où on injecte des bulles d'oxygène, et donc ça c'est vraiment une nouveauté dont je pense que vous allez entendre parler beaucoup dans les 5 à 10 années à venir. C'est-à-dire que dans ce ver marin-là contient une protéine qui est unique, en tout cas unique dans le monde. Sachez que quand vous marchez sur la plage, vous allez plus vous dire « Ah ben c'est bizarre, c'est des petites taques que vous avez sur la plage ». Ça n'existe qu'en France, vous ne le saviez pas, mais c'est quelque chose qui existe qu'en France. Et ce ver marin produit une protéine qui s'appelle l'oxygène. Pardon ? Non, mais c'est l'oxygène, c'est le transporteur de l'oxygène, puisqu'en fait, il y a une protéine dans ce ver marin qui fixe l'oxygène beaucoup plus fort que notre hémoglobine à nous. Et en mettant cette protéine dans des liquides de conservation, l'organe souffrirait moins. Et sachez que la première étude vient d'être terminée chez l'homme à conservation d'organes. Si vous êtes sur une liste d'attente, vous allez recevoir peut-être même des lettres qu'il y aura la phase 2 de cette étude qui va probablement modifier la qualité de ex vivo. Et en tout cas, pensez-y quand vous allez sur la plage prochainement et vous voyez ça autrement. Et donc, en ce qui concerne les liquides de conservation, je vous ai dit qu'il n'y a aucune étude de fait. En effet, beaucoup de choses théoriques. Mais vous savez que Jerry Lewis, il est venu en Touraine, je crois qu'en France, il a mis du coca dans un Bordeaux, je ne sais pas quoi, qui coûtait 1 million d'euros. Et il a quand même vécu 90 ans, alors qu'on a dit comme quoi il allait s'intoxiquer avec le coca. Comme quoi, il y a la vie théorique, il y a la vie pratique, et bon, bref. Alors, la chirurgie. Donc, dans la chirurgie, vous entendez beaucoup la chirurgie robotique ou pas, est-ce que ça a quelque chose de nouveau? En plus, tant que nous, ici à Tours, on a utilisé la chirurgie robotique depuis relativement longtemps pour le don d'organes de donneurs vivants, et on a fait une dizaine de transplantations chez le receveur. Alors, sachez que ce n'est pas si simple que ça, il faut qu'il soit disponible, il faut des chirurgiens extrêmement expérimentés. Vous savez que la greffe, c'est souvent une activité de garde, donc c'est des gens qui sont astreintes, donc c'est pas évident à mettre en place.
Je veux juste que vous sachiez qu'il y a donc un papier qui est sorti tout récemment, que les résultats de la chirurgie robotique, elles dépendent de l'expérience du chirurgien. Et donc, en particulier dans la chirurgie robotique, c'est sorti. Donc, plus on en a fait, mieux c'est fait. C'est souvent comme ça, mais probablement dans la chirurgie robotique, ça reste vrai. Donc voilà, donc ça ressemble à, ça ressemble. Vous voyez, le patient il est en dessous. Hein, il y en a un, je vous promets. On le voit plus, mais bon, c'est pas un patient virtuel. Bon, alors le receveur. Donc le receveur, quoi sur les inscriptions, sur les listes d'attente, quoi de neuf? Il y a une réunion, l'HAS, donc vous savez qu'il y a des recommandations qui sont faites. Donc on se réunit beaucoup. Et donc j'étais dans ce groupe. Alors finalement, les nouveautés, c'est finalement essayer de donner une possibilité. Alors je vous le dis parce que vous êtes des patients pour la plupart, mais il ne faut pas que ça soit opposable. Ce sont des recommandations, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours possible. Donc dans les recommandations, c'est écrit jusqu'à 80 ans, toute personne doit avoir une possibilité d'accès à la greffe éventuellement. C'est ce qui est écrit dans l'HAS. Mais ça veut dire aussi, c'est à condition qu'il n'a pas de comorbidité qui l'interdise. Et parfois, on fait un raccourci, j'ai 78 ans, mais quand vous voyez le patient, c'est pas possible. On va en parler de ça. Donc, c'est pas parce que c'est écrit jusqu'à 80 ans, il faut l'envisager. Ce qui veut dire d'ailleurs aussi qu'à 82 ans, ça s'arrête pas forcément. Il y a des gens, et on a greffé jusqu'à 84 ans ici à Tours, c'est pas un coup près qui tombe, mais ce qui compte, c'est pas l'âge civil, c'est l'âge physiologique, les comorbidités, et ça c'est de cas par cas qu'il faut l'organiser. Et donc, comme je vous ai dit, donc l'âge il est relatif, donc il y a des gens qui le vivent très bien, et donc la formule, le branchu ici, c'est que un vieux, c'est quelqu'un qui a 15 ans de plus que le chef de service, parce que quand il avait 45 ans, c'était 60 ans, c'était un honneur vieux. Quand il avait 60 ans, il dit 75 ans, c'est un jeune et tout ça. Bon bref, vous voyez que la notion a évolué dans le temps. Et donc, mais ça introduit une nouvelle notion, parce que ça c'est vraiment quelque chose, la cohorte de patients a changé. Ça nous demande de plus en plus de travail, en tout cas complexifier les choses. Vous, les patients, vous dites voilà, c'est possible. Donc, mais bon, nous, on a parfois par retour des complications. Et sachez qu'il y a ce terme de frailty qui est beaucoup utilisé dans toutes les pathologies, mais qui permet un peu de prédire est-ce qu'on va faire du bien en termes de somatique, psychologique pour le patient. Et juste cette photo, c'est le plus vieil couple de jumelles du monde qui habite dans le Loir-et-Cher. Et donc, elle est dans une EHPAD, et c'est ma femme qui s'en occupe, c'est pour ça que je le sais. Et donc, ils ont 108 ans, mais il y en a une des deux qui est décédée il y a 4 mois, il ne faut pas le dire. Mais bon, là, en tout cas, sachez qu'on peut être vieille et en forme, voilà, ça marche. Et donc, il y a un papier qui est sorti cette année, c'est celui-là, qui relativise finalement de savoir, quand on est âgé, au-delà de 70 ans, est-ce qu'on apporte un bénéfice ou pas par rapport à la dialyse. C'est toujours le problème. Vous savez que, idéalement, on est en bonne santé. Idéalement, il ne faut pas être greffé. Idéalement, il ne faut pas être dialysé. Bon, bref, greffé et tout ça. Et donc, finalement, ce qui a été fait, c'est finalement de savoir je reste 2 minutes là-dessus. Je suis un peu bavard, mais sachez qu'ici, il y a un surrisque de mortalité par rapport si on reste en dialyse. Donc, si on considère que le risque est à 1, pendant les premiers 6 mois ou 7 mois, il y a un surrisque de mortalité chez quelqu'un au-delà de 70 ans. Il y a aussi ce surrisque de mortalité chez quelqu'un de 40 ans. Si vous allez au bloc opératoire, vous avez un risque de décès que vous n'avez pas si vous restez chez vous. Mais ce surrisque est plus faible chez quelqu'un de jeune, il est plus important chez quelqu'un d'âgé. Et en fait, ce surrisque de mortalité, il met à peu près 7 mois pour rejoindre celui que, comme si vous étiez resté en dialyse, et après, le surrisque est inférieur à ceux qui sont restés en dialyse. Et en fait, ce qu'il faut déterminer chez quelqu'un qui est candidat, qui a ce surrisque, et de le dire que vous avez ce surrisque-là. C'est évident que nous, on dit aux patients, et on a des critères qui permettent de le dire, mais voilà, si vous avez un surrisque qui n'est pas raisonnable, ne le faites pas. Et c'est là rentre en ligne de compte la volonté du patient. Mais la volonté du patient, ça ne suffit pas. Il faut aussi la volonté de la famille, parce que s'il arrive quelque chose au patient, il n'est plus là. Hein. Donc c'est compliqué. Et sincèrement, c'est time consuming, ça prend du temps. Ce n'est pas beaucoup remboursé par tous les forfaits que vous imaginez. Et donc, dans notre temps qui n'est pas très, très compressible,
c'est difficile de discuter de cas par cas de tout cela. Et donc, il y a des scores qui existent. On adore les scores. Alors, bon, je pense que c'est des faux amis, mais ça peut aider, mais tout ça. Mais en tout cas, il y a des scores qui existent pour savoir un tel, est-ce qu'il a un surrisque. Et c'est vrai que on sait que quelqu'un qui a des maladies vasculaires, des antécédents cardiaques très importants, l'insuffisance respiratoire, il est en surrisque plus élevé, mais ça donne une idée globale, mais pas un risque individuel. Donc, sur les immunosuppresseurs. Alors, juste, il y a une étude qui a été faite nationale et je pense qui était assez originale et je pense qu'elle mérite d'être connue par vous. Vous savez que nous n'avons pas le moyen de surveiller votre état immunitaire individuel si vous êtes greffé. On est incapable de faire ça. Et donc, on fait de la pharmacologie, on vous dose votre médicament quand vous êtes greffé. Et finalement, ceux qui sont greffés depuis longtemps, ils font des complications liées à l'immunosuppression et on a envie de se dire peut-être on n'a pas besoin de tant d'immunosuppression que ça. C'est comme le couvercle que vous soulevez sous la cocotte minute et vous attendez que ça vous pète à la tronche. Donc on ne veut pas avoir ça. Donc en fait on met une immunosuppression forte. Donc, il y a eu une tendance de dire ah ben finalement on vous donne trop d'immunosuppression, trop. Et finalement, cette étude, elle a essayé de savoir est-ce qu'on peut baisser vraiment encore plus l'immunosuppression. Et cette étude, qui est quand même assez parlante, a montré qu'il ne faut pas aller trop bas dans l'immunosuppression. Il y a vraiment un effet. En fait, la métaphore qui m'a été donnée par M. Branchut, c'est le traitement immunosuppresseur, c'est un gardien de but. A priori, ça sert à quelque chose, et donc il ne faut pas trop l'enlever du but, sinon on prend des buts. Bon, bref, vous réfléchissez dessus. Mais normalement, les équipes perdent s'ils n'ont pas de gardien de but, je vous promets. Toujours est-il que trop bas, en tout cas dans cette recherche. Ensuite, cette année est sortie la plus grande étude mondiale sur les transplantés, à laquelle on a participé. Donc vous savez que la greffe, c'est quelque chose de relativement rare, mais vous avez souvent des études sur 300 patients, 400 patients. On n'est pas comme en cardio, comme l'hypertension, où on a 10 000, 15 000, 20 000. Et donc des études prospectives en greffe, avec 2000 personnes, il n'y en a pas. Il y en a une, c'est la deuxième. Et donc il y a une étude mondiale qui a été faite qui s'appelle Transform, et qui a peut-être introduit un nouveau traitement au long cours qui est cette association d'un type de traitement qu'on appelle les anticalcinuréniques, tacrolimus ou cyclosporine, avec un autre médicament qui s'appelle inhibiteur mTOR, c'est le rapamune ou le Certican. Et finalement, c'est quelque chose de nouveau et qui est une stratégie au long cours. Ce qu'il faut retenir, ce qu'ils ont montré les auteurs, c'est qu'à priori, c'est une association qui est possible. Par contre, ils ont montré aussi comme quoi il y a 30% des patients qui ont dû arrêter parce que c'est mal toléré. Cette molécule Certican ou rapamune, qui est extrêmement intéressante, a un profil de tolérance très particulier qu'il faut adapter à chaque patient. Bon bref, je passe, il y a des revues là-dessus. Et enfin, je ne peux pas parler de 2019 du belatacept qui, vous le savez, est un des médicaments qui a donné des espoirs pour peut-être, dans certaines situations, il n'y a pas un traitement immunosuppresseur pour tout le monde, il faut l'adapter pour toute personne. Le belatacept est une des armes qu'on aimerait bien disposer. On commence à sortir vraiment des études à 8 ans, et malheureusement, on est encore dans des conditions difficiles en France pour avoir ce médicament. Pour la désimmunisation, alors, c'est peut-être très spécifique là, mais du coup, sachez que l'accès à la greffe n'est pas du tout pareil pour quelqu'un qui n'a pas d'anticorps anti-HLA par rapport à celui qui en a beaucoup. Si vous êtes greffé ou si vous avez entendu parler de ça, sachez qu'il y a une nouvelle molécule qui est sortie, qui a un mécanisme d'action qui est relativement original, qui casse les anticorps, tous les anticorps, de façon très transitoire, que des IgG, c'est pour M. Le Branchut, et en tout cas, qui aurait peut-être cette capacité d'avoir une fenêtre de tir pour faire la greffe. Les premiers résultats qui étaient rapportés étaient, on va dire, comme toujours, on publie bien sûr ce qui marche et ce qui ne marche pas, on publie moins. Donc là, on revient un peu là-dessus, mais c'est une nouvelle molécule dont vous allez entendre parler probablement. Et donc, il y a une autre prise en charge du rejet humoral qui est une de nos hantises, c'est d'utiliser l'anticorps anti-C5, le Soliris, dans des rejets humoraux. Il a montré que dans certaines situations, ça peut apporter quelque chose. Je passe. Et donc, dans le traitement curatif, une fois que le rejet est apparu,
on a montré qu'il y a des molécules qui étaient censées fonctionner, le rituximab, et finalement qui le sont pas. En tout cas, c'est compliqué. S'il y a un message à donner aujourd'hui, s'il y a un message que je dois donner pour les associations, il ne faut pas que le rejet humoral débute. Et la première cause du rejet humoral, en tout cas une des premières, c'est la non-observance thérapeutique. Donc vraiment, 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 une fois que la flèche est partie, on aurait du mal à le rattraper. Alors les scores et des biomarqueurs, donc sachez que, évidemment, tout le monde, tous ceux qui sont greffés ou tous ceux qui viennent me voir et me disent « Ah ben combien de temps ça va durer ?» On m'a dit tout à l'heure que j'ai dit à quelqu'un « Ça va durer 15 ans et ça dure 18 ». Bon bref, et on me l'a reproché, donc maintenant. Mais bon, mais en tout cas, on ne sait rien, mais quand vous achetez une voiture d'occasion chez votre garagiste et vous demandez combien de kilomètres je vais faire avec, ça dépend comment vous conduisez, ça dépend comment l'autre a conduit avant. Bref, il y a des choses que je ne sais pas et on ne sait pas. Donc on ne peut pas. Donc on invente des scores et on dit que ah ben ça peut marcher ou tout. Donc il y a des scores. Et le tout dernier score qui était fait par Alexandre Loupy, qui est le monsieur score dans le monde pour la greffe rénale, il a dit voilà, on a une forme prédictive, il faut faire des biopsies rénales, mais sachez quand même le score, il a le limite que c'est des données général. Si vous allez sur Internet, il dit, ah ben ça, individuellement, il y a tellement de facteurs individuels qui rentrent en ligne de compte que les scores, c'est une bonne idée pour faire des études. Pour l'individu, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Greffe et virus, et c'est bientôt terminé. Donc sachez juste qu'il y a les virus, quand vous êtes immunodéprimé, vous avez des traitements immunosuppresseurs. Il y a des virus qui nous embêtent beaucoup, qui vous embêtent beaucoup. Il y a le cytomégalovirus, et donc il y a 2 molécules qui vont être testées prochainement. Le létamivir, qui est actuellement en test de prévention, qui a été fait en greffe hématologique. Et a priori, c'est une molécule qui va peut-être utilisée en transplantation d'organes, ainsi que le maribavir, qui a une propriété, qui aurait une activité anti-CMV, surtout qui est actif contre les CMV résistants contre les autres antiviraux connus. Donc vous voyez, c'est une publication toute récente sur la prévention du maribavir sans les effets secondaires du valacyclovir. Alors la prise en charge, je termine là-dessus. Donc ça c'est pour mes ancêtres, donc Monsieur Nivet et Monsieur Le Branchu. Sachez que on a fait des progrès. Ça c'est le service de transplantation rénale. En 92, quand je suis arrivé à Tours, c'est ça, c'est le préfabriqué. Il y a des survivants de ça. Bon, voilà. Et donc, voilà, ça c'est le service maintenant. Bon, voilà, donc ça a évolué. Il y a des conditions qui se sont améliorées. Et il y a actuellement énormément de papiers, de choses sur l'éducation thérapeutique, sur comment que vous prenez en charge votre maladie. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des programmes de coopération parce que vous venez de loin. On essaie de faire un minimum. Il y a les infirmières de pratique avancée. J'y étais avant-hier, aux assises de transplantation. On a discuté toute une journée sur cette forme-là. Sachez qu'en tout cas, on vous tourne autour. On essaie de trouver des solutions pour que vous allez retrouver une qualité de vie correcte. Vous ne serez pas guéri avec une greffe. En tout cas, pour l'instant, vous ne serez pas tolérant. En tout cas, on n'a pas encore trouvé le cocktail de ça. Mais en tout cas, on espère de faire des progrès, de vous aider dans tout ça. Et bon, ben, voilà. Donc ça, je finis avec un Allemand encore, Caspar David Friedrich. Idéalement, évidemment, c'est de dépister une maladie tôt. Donc de ne pas être malade, de dépister tôt. Voilà, ça c'est un romantique allemand. Et ben voilà, et on n'aura pas besoin de greffe et je serai au chômage. Et voilà. Merci.